Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et c'est avec grand plaisir que je retrouve aujourd'hui sur le plateau Laurent Denys, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, c'est notre rendez-vous traditionnel pour parler perspectives économiques et aussi financières pour la fin de l'année. Et il s'en est passé des choses sur les derniers mois et sans doute pour les mois à venir. J'ai hâte d'entendre votre éclairage sur le sujet. Déjà, il faut qu'on commente rapidement, pour ceux qui n'auraient pas complètement suivi, qui étaient en vacances, cet épisode bref mais intense de stress estival sur les marchés. Début août, la Banque du Japon, qui devait trouver que tout ça était un petit peu trop calme justement, décide d'augmenter ses taux. Résultat, on a eu un débouclage massif d'opérations de carry trade, le Nikkei qui perd 12% en une journée, des valeurs tech qui plongent. Pourquoi? Comment? Expliquez-moi ça comme si j'avais 6 ans. Je vais essayer. Alors, qu'est-ce que c'est que le carry trade? Le carry trade, c'est emprunter dans une devise faible, donc le yen, et prêter dans une devise forte. Normalement, ce sont plutôt les hedge funds qui font ce type d'opération. Vous encaissez le différentiel de taux. Oui. Et après, ce qu'il faut surveiller, c'est la balance de paiement, le différentiel de taux, et puis, bien évidemment, la macroéconomie. Pas que la devise. Que l'équation, finalement, se déséquilibre. Voilà. Et puis, alors, les petits malins, les hedge funds, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que normalement, on met ça, plutôt on investit l'emprunt qu'on a fait, on l'investit dans les obligations du Trésor américain. Sûr quand même. Voilà, pour pas que ça bouge trop, qu'on surveille les paramètres qu'on a évoqués. Ah non, eux, ils ont acheté du Nvidia. Ah oui. Ça rapporte plus. Ça rapporte plus. Voilà. C'est un gros carry trade. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une divergence des politiques monétaires, puisque le Japon monte ses taux et puis la Fed était sur le point de les baisser. Dans une période estivale où il n'y avait pas de liquidité, où on commençait à envisager une éventuelle récession de l'économie américaine. Vous mettez tout ça dans la petite recette, vous tournez la petite recette. Et ça a une explosion, en fait, un débouclement de positions massif, mais de positions simplement des acteurs spéculatifs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a eu un mini tremblement de terre, pas de réplique pour l'instant, mais en fait c'est la partie immergée de l'iceberg. Derrière, en fait, tous les institutionnels japonais ont exporté à peu près 2500 milliards de dollars d'investissements offshore, et notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qui rapatrie ces investissements? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réplique? Je mettrais pas mon... Bon, la Banque du Japon s'est un peu calmée depuis. C'est calmé. Pourquoi? Parce que justement, moins 12% sur le Nikkei, vous l'avez évoqué, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Donc là, il voit bien que ça perturbe les marchés. Mais trois constats, nervosité, levier, trop de levier, et puis illiquidité. Donc on est dans un paradigme un peu compliqué. Donc là, les marchés sont un petit peu euphoriques en ce moment, mais il faut mettre en face des paramètres de marché qui sont des signaux précurseurs que, attention, on est sur du sable. Un petit peu de tension, mais vous l'avez dit, depuis les marchés ont effacé un petit peu ce stress estival. Il y a quand même un sujet qui nous intéresse sur la macroéconomie, c'est qui les obsède même presque les marchés, c'est l'état de l'économie américaine. On a l'impression que ça va un petit peu moins bien qu'avant l'été, notamment sur le front de l'emploi. Ce que la Fed d'ailleurs semblait reconnaître avec cette baisse des taux de 50 points de base qui était finalement attendu, mais plutôt à la fin. On était longtemps resté sur 25-50, finalement ce sera 50. Alors, docteur Denys, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'état de l'économie américaine? Docteur Denys, bien sûr. Il y a eu un coup de froid cet été, on ne peut pas le nier, un vrai ralentissement. Sur l'emploi, l'ISM manufacturier était moins bon. Même les mises en chantier, la demande de biens d'équipement qui a calé, et puis aussi un coup de froid aussi sur le crédit, puis qui a un impact sur les dépenses d'investissement. Effectivement, c'est des incertitudes qui ont fait que les dépenses d'investissement ont été gelées. Donc, on a un vrai fléchissement de l'activité et une tendance, on était au-dessus du potentiel, et on a une tendance vers le potentiel en termes de croissance. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Ce que la Fed a semblé reconnaître, finalement, dans sa décision. Absolument. Et l'inquiétude, elle se porte sur le marché du travail. C'est exactement ce que vous avez dit, avec en fait un chômage qui remonte. On est à 4,3, 4,4%. Ça nous ferait rêver, nous, ici en France, mais aux États-Unis. Pourquoi?
Après, c'est la question qu'il faut se poser. En fait, la réponse, elle est aussi liée au fait qu'il y a plus de personnes qui reviennent sur le marché de l'emploi, l'immigration, et puis des personnes qui ont finalement dépensé tout leur excès d'épargne, et puis qui n'ont plus rien, et qui se disent, mince, il faut que je recommence à travailler. Donc, est-ce que c'est vraiment inquiétant? Ça sera inquiétant, en fait, quand on aura quand les courbes entre les postes vacants et les postes demandés commenceront à se croiser. Oui. Est-ce qu'on en est là? Non, pas encore. On a encore 0,5 million à peu près de postes vacants, de différentiel entre postes vacants et postes demandés. Donc, et ça va doucement. Alors, ça dépendra du président. Est-ce que ce sera Mme Harris, M. Trump? Est-ce qu'on va avoir des... On va en reparler de ça. Voilà, donc... mais on n'est pas très inquiet sur l'économie américaine. Les conditions financières sont excellentes. Les marchés actions, les spreads sont au plus bas, les marchés actions sont au plus haut. Les conditions de crédit, on l'a dit, se sont refroidies. Mais on n'est pas dans un environnement... Il faut avoir en tête que si la croissance est au potentiel, on est sur un niveau d'équilibre. Tant qu'on n'a pas de licenciements massifs, et pour l'instant on ne le voit pas, on n'est pas très inquiet sur l'économie américaine. Bon, pas très inquiet. Le soft landing, le ralentissement en bon ordre de l'économie américaine. Si je regarde chez nous, l'Europe, là, les indicateurs sont peut-être un petit peu plus inquiétants, notamment, alors je ne parle même pas de la France et de ses problèmes d'endettement ou de ses problèmes politiques, on peut regarder aussi l'Allemagne avec un vrai ralentissement de l'activité. On s'attend sans doute à une récession en 2024 pour l'Allemagne. Est-ce qu'il y a là quelque chose de conjoncturel ou quelque chose de plus profond dans la zone euro que la BCE, par une action trop timide, ne semble pas vouloir regarder en face? Non, là on a un problème structurel. Il y a les deux moteurs en fait qui propulsaient l'Allemagne depuis 20 ans sont à l'arrêt. Le premier, c'est une optimisation des coûts de production avec de l'énergie à bas coût venue de Russie, donc qui favorisait un peu toute la chimie et la partie industrielle de l'Allemagne. Et puis l'autre, c'est l'exportation, notamment de l'automobile vers les marchés émergents et la Chine. Donc une erreur majeure de policy mix de Mme Merkel, donc, qui fait qu'aujourd'hui l'Allemagne est en plus de cette situation macroéconomique compliquée, dans une situation politique pas vraiment meilleure que la nôtre. Franchement, la coalition, elle tient à un fil. La problématique, c'est que les élections, elles ne seront pas avant 2025. Donc, on est dans une période de zéro décision pendant quasiment un an, alors qu'il y a des problématiques majeures et des nécessités de réinvestissement. Enfin, je ne sais pas si vous avez pris les trains en Allemagne, c'est une catastrophe. Les infrastructures sont dans un état de délabrement majeur. Donc, il y a le dogme budgétaire de l'Allemagne, il ne faut pas s'endetter. Alors, c'est peut-être la lumière au bout du tunnel. Oui. Pourquoi? Parce que effectivement, cette règle d'or, le Schwarz-Null, comme on dit en allemand, va peut-être sauter avec la nouvelle coalition qui va devoir adresser ce problème. Et il y a de la place. Le ratio d'endettement, on parlait de la France, c'est une cata, on est à 110%, mais l'Allemagne, c'est pas ça, on est à 66%. Donc il y a des marges de manœuvre énormes pour relancer l'économie. Donc, est-ce que ça va se mettre en place tout de suite? Non. Est-ce que c'est problématique? Mais le rebond de la Chine qu'on évoquera va peut-être quand même donner un petit peu un bol d'air à l'économie allemande, au moins pendant 3, 4, 6 mois, ce qui permettrait après peut-être la mise en place de cette coalition et une nouvelle ère. Schröder, les lois Hartz, on se rappelle que l'Allemagne a su prendre des mesures majeures. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un peu d'audace, voire de courage. Et c'est peut-être ce qu'il faut pour l'Allemagne, ce qui manque à l'Allemagne aujourd'hui. J'évoquais la BCE, on voit 50 points de base aux États-Unis, la BCE elle semble plus timide, est-ce qu'elle a compris l'importance de l'enjeu qui se joue actuellement? Alors, je ne me permettrai pas de juger la capacité de compréhension de la BCE. En tout cas, voilà, on va, oui, bien sûr, elle va à trop petits pas. Non, mais ce n'est pas dans son mandat. Mais bon, après, la situation est vraiment problématique en Allemagne, problématique en France également, avec ce déficit qui est en train de monter. Donc, on a les deux gros moteurs de l'Europe qui calent, mais les périphériques nous aident un peu. Donc on est dans une situation où le crédit redémarre. La baisse de taux qui est initiée va permettre justement cette impulsion du crédit et on commence à avoir un frémissement de ce côté. On n'est pas si négatif que ça sur l'Europe si l'Allemagne
ne tombe pas dans une trop grosse récession. Ouais. Mais le scénario n'est pas si noir. Je dirais que l'accompagnement, le redémarrage global, on est dans une configuration où la croissance 2024 sera inférieure à celle de 2025 dans les anticipations. Hein. Donc, on n'est pas du tout... Ça redémarre peut-être pas aussi vite qu'on... Ça redémarre à 2 à l'heure, à hauteur du potentiel, 1%. Bon, voilà, il faudra aller au-delà. Pourquoi? Parce que sinon, on ne réduira pas notre déficit. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, pas si négatif que ça donc sur l'Europe, malgré tous ces éléments qu'il faut bien garder en tête, vous l'avez dit Laurent. Une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte qu'il y a des arbitrages en cours sur les marchés, que pour autant les marchés vont bien, voire très bien. On est dans des records de clôture, notamment aux États-Unis. On n'est pas si mal que ça sur le CAC 40, et on voit quand même que ça bouge un petit peu, certaines valeurs retrouvent de l'attrait. On entend de plus en plus parler, Laurent, d'une rotation sectorielle qui serait à l'œuvre. Alors, question simple, est-il temps d'aller chercher de nouveaux thèmes après une longue période portée par la tech et par des performances très très concentrées sur les marchés, sur quelques secteurs, voire quelques valeurs? Absolument. Absolument. Les baisses des taux, ça nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Et en fait, on ne rentre pas dans une seule baisse des taux, mais dans un cycle de baisse des taux. Il y a une marge de manœuvre énorme. En fait, on estime le taux d'équilibre à peu près à 3% aux États-Unis. On était à 5,50. Donc, la Fed peut baisser de 2,5% ses taux sur 2 ans. C'est ce qu'elle va faire. Donc, oui, il faut bouger les portefeuilles. Il faut d'abord bouger vos portefeuilles monétaires. Ça ne va plus rien apporter, donc on en reparlera, je pense, mais il faut bouger cette partie qui va presque vous coûter s'il y a une inflation qui reste un petit peu collante. Mais surtout, on opère une rotation sur les actions. Il faut aller chercher des défensives. La croissance décélère un peu, pas énormément, mais elle décélère. Et surtout, il faut aller chercher des actifs qui vont bénéficier de cette baisse de taux. Et quels sont-ils? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément les obligations. Aller chercher du Bund aujourd'hui à 2%, ça ne fait pas de sens. Il faut aller chercher en fait des secteurs qui vont bénéficier de cette baisse de taux. L'immobilier, la construction, les services aux collectivités, voilà des thèmes qui sont porteurs. L'immobilier coté, parce que vous allez me dire, non mais attendez, l'immobilier, les CPI, c'est compliqué. Certains de vos auditeurs sont bien placés pour voir que c'était peut-être pas la panacée, c'est un tout petit peu tendu. Bon, mais c'est pas le même marché. Les foncières, en fait... Foncières cotées, oui. Ah ouais, franchement, il faut revenir. Une décote, en fait, sur la NAV d'à peu près 25%. L'actif net réévalué, en fait, qui est en hausse pour la première fois depuis 3 ans. Des dividendes à peu près de 5%. Donc, en fait, on a... Et puis, surtout, un effet ciseau positif. Les loyers qui montent et les coûts d'endettement qui baissent avec ces baisses de taux. Donc, en fait, on a vraiment une sorte de paradigme très, très favorable à l'immobilier. Retourner acheter de l'immobilier coté, des foncières. Retour en grâce des foncières. Mais dis donc, Laurent, vous ne m'avez pas parlé d'intelligence artificielle, vous ne m'avez pas parlé de luxe. Ça y est, on arrête? Non, on n'oublie pas. On n'oublie pas. En fait, il faut toujours être sur l'intelligence artificielle. On a une augmentation des brevets. On est dans le démarrage de cette révolution. Vous avez vu qu'il y a ces inquiétudes maintenant. On a peur que ça ne rapporte pas autant qu'on ne le pensait. C'est vrai, il y a des vraies inquiétudes. Il y a des dépenses d'investissement majeures. Et puis, effectivement, on s'interroge sur les gains de productivité. A raison. Mais c'est peut-être là où il faut opérer peut-être une rotation à l'intérieur de la tendance de la tendance. Et donc, on a 2 thèmes qui nous paraissent porteurs. C'est le robot humanoïde et notamment l'intelligence, la capacité d'intelligence cognitive de ces robots qui va changer vraiment la donne et qui va permettre peut-être de résoudre un problème majeur de l'économie mondiale, c'est le vieillissement de la population et surtout la réindustrialisation de nos vieilles économies. Ça, c'est un point. Et puis sinon, la santé. Alors là, je pense que c'est même au-delà des espérances qui est en train de se mettre en place avec le séquençage du génome et extraordinaire. Il va permettre de gérer des problèmes sur l'oncologie, de trouver des nouveaux médicaments et je pense éradiquer le cancer dans les 20 prochaines années. C'est majeur. Un chiffre, aujourd'hui, le séquençage du génome, c'est à peu près 3 gigaoctets de données qui sont... Et il y a 1 milliard de personnes qui vont avoir séquencé leur génome en 2035. C'est juste monumental en termes de données et donc quand on peut... Et avec l'intelligence artificielle, on est en capacité d'analyser ces données. On voit bien qu'on va trouver des solutions et c'est ça qui est absolument
extraordinaire, des opportunités d'investissement, mais aussi du sens dans vos investissements. Et Laurent, je sais que vous êtes très à cheval là-dessus. Oui, et je suis fan du secteur santé. Je parlais des valeurs du luxe, vous allez pouvoir continuer à commenter parce que justement, fin d'année dernière, on aimait beaucoup le Japon chez ODO BHF Asset Management. Est-ce que là, il y a une zone qui maintenant a plus vos faveurs? Je dis ça parce que on parle quelques jours après la décision de la Chine d'un nouveau plan de relance qui a fait énormément rebondir les valeurs du luxe. Luxe, Chine, voilà, la Chine revient enfin, Japon. Alors, qui dit baisse des taux, dit rotation sectorielle, mais rotation géographique aussi. Historiquement, en fait, les marchés émergents ont toujours été plutôt favorisés en cas de baisse des taux de la Fed. Donc ça, c'est effectivement un axe qu'on prend. Avec, effectivement, on ne lâche pas le Japon. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de gouvernance important et donc une capacité, en fait, à produire de la valeur, notamment des dividendes, qui représentent à peu près 2/3 de la performance sur du long terme qu'on n'avait pas depuis 20 ans. Donc là, on a un changement vraiment d'environnement très fort. Donc on garde du Japon, mais on achète du yen en même temps. Et là, je reviens sur l'épisode du carry trade. Voilà, le fait qu'il faut quand même un peu protéger le portefeuille. Il y a beaucoup de valeurs exportatrices, donc on fait attention. On se couvre un peu en achetant du yen de manière à ne pas trop être heurté. Et puis, la Chine. Alors, ce qui se passe en ce moment en Chine est majeur. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance simple du gouvernement d'un état de fait que ça va ne va pas. Voilà, on va dire ça. En fait, à 4% de croissance, on ne règle pas la problématique du pacte social. Je crois que c'est 5, l'objectif affiché pour 2024. Honnêtement, je crois qu'ils étaient à 4, voire 4,2 pour les optimistes. Donc, il y avait un décalage de 1 qui fait qu'on a 20% de chômage chez les jeunes et que derrière, en fait, on pourrait se retrouver avec un Tiananmen. C'est aussi simple que ça. Donc là, le gouvernement prend l'ampleur du désastre, j'ai envie de dire. Un discours qu'on a trouvé plus réaliste que ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Non, mais politique monétaire, politique fiscale, et là, enfin, peut-être le début d'un levier budgétaire. Et aussi, surtout, ce qui est peut-être le plus important, c'est que normalement, jamais les autorités ne parlent en septembre de la politique budgétaire. Et donc là, on voit, et vous l'avez parfaitement dit, la reconnaissance de l'importance en fait, du moment. Et là, c'est une sorte de bazooka qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est suffisant? On va voir, mais en tout cas, ça fait un effet, je dirais, étincelle. Pourquoi? Parce que personne n'est investi. La Chine n'est pas investissable. Il y a une défiance depuis quelques mois. Je dirais que nous, on ne faisait pas les mains parce qu'on était un petit peu collés en début d'année, même si je trouvais qu'en termes de couple risque-rendement, ne pas avoir de la Chine, ça ne me paraissait pas possible. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le rapport Draghi, mais le rapport Draghi, en fait, il vous montre en fait que la Chine est en avance sur énormément de secteurs de pointe, de digitaux, l'intelligence artificielle quantique, la cybersécurité. Tout le monde, personne n'est surpris, mais même sur ce qui est le cloud computing. Le cloud computing, vous vous dites, c'est Microsoft Azure, mais non, les Chinois sont nettement plus en avance. Donc, ne pas considérer la Chine comme étant investissable est une erreur. Alors, en plus, là, on a un effet peur de manquer qui fait que les marchés ont pris 15% et c'est pas fini. Et ça a des ramifications sur les marchés asiatiques. Donc il faut être sur les marchés asiatiques. La Corée, par exemple, je vous recommande de regarder la Corée. Ce n'est pas cher et c'est très bien positionné. Voilà, Ganzamira. Côté obligataire, vous aviez choisi un titre assez marquant. Je m'en souviens, Keep Calm and Carry On, pour indiquer l'intérêt de la stratégie de portage dans une de vos stratégies d'investissement précédentes dans le contexte actuel des taux. Est-ce que vous persistez à Keep Calm and Carry On? Bien sûr. Rotation, duration, portage. Voilà, c'est le triptyque. Portage, pourquoi? Parce que on a des taux sur l'obligataire de crédit à peu près de 4%. Il faut pouvoir les capter, il faut pouvoir les loquer et vous pouvez le faire sur 4-5 ans. C'est important. Pourquoi? Parce que par rapport à votre monétaire qui va vous rapporter du 2%, vous pouvez doubler le rendement espéré, même sur un an, et avoir un risque extrêmement limité. Pourquoi? Parce que les fondamentaux des sociétés sont excellent. Enfin, si vous voulez, les États ont fait des erreurs avec des endettements majeurs, mais pas du tout les corporates. Les corporates n'ont pas eu le temps de faire ces erreurs pendant la période de Covid, l'Ukraine, etc. Donc au final, en fait, on a des trésoreries pléthoriques. Et qui dit trésorerie pléthorique, un exemple. Apple, 150 milliards de dollars. Mais ils vont bouger leur allocation. Le montant de l'argent en fait, empilé sur les fonds monétaires, les dépôts à terme, c'est à peu près aux États-Unis 6 000 milliards. Au niveau mondial, c'est difficile à estimer, mais 15 000 milliards autour.
cet argent, il va être remis au travail. C'est monstrueux. Vous ne pouvez pas être négatif sur les marchés dans cette configuration, en dehors de toute analyse macroéconomique, microéconomique. Cet argent va être déversé. Vous êtes un fonds de pension, vous n'avez pas le choix que d'acheter des actifs risqués, puisque ce monétaire ou cet obligataire ne va pas vous rapporter assez. Si vous ne voulez pas perdre d'argent, Laurent, vous achetez de l'obligataire. Si vous voulez en gagner, vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter des actions, ou en tout cas des actions listées ou non listées, mais d'aller chercher du risque. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que les marchés se comportent bien et tout le monde se dit mais il y a beaucoup de risques sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous déversez 15 000 milliards comme ça sur les actifs risqués, ça monte. Bon, démonstration imparable. Pour finir rapidement, Laurent, quel bilan, risque, mais aussi opportunité vous faites pour les mois à venir? Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va un peu parler d'élections américaines, mais peut-être pas trop finalement. Non, mais si. Les élections américaines, c'est un vrai risque. Monsieur Trump élu, la remise en place des tarifs douaniers. En fait, ce qui est le plus important, c'est de voir avec un peu plus de granularité si l'un ou l'autre des candidats va réussir à acquérir les 2 chambres ou pas. S'il aurait moyen de faire sa politique, au final. Exactement. Je pense que les marges de manœuvre, finalement, vont être relativement limitées pour les deux. Donc, l'un ou l'autre, pour nous, ça ne change pas vraiment la donne. Donc, les élections américaines, c'est un risque mineur, en tout cas en ce moment. Non, le vrai risque, c'est une erreur de politique monétaire. C'est-à-dire que la Fed soit ce qu'on appelle dans notre jargon derrière la courbe, qu'elle agisse trop tard et que effectivement ce qu'on a évoqué en début d'émission et notamment de cette remontée du chômage, en fait fasse que les États-Unis partent en récession. Et là, ça serait un scénario un petit peu différent. On n'en est pas là du tout. Et encore une fois, ce n'est pas notre scénario, donc on est plutôt optimiste en cette fin d'année. Et pour les 3 mois qui viennent, en plus, si on a une accélération au niveau de la Chine, là, ça peut... C'est le petit turbo qui ça peut être favorable, parce que ça, alors pour le coup, ce n'était pas attendu. Voilà, c'est une bonne nouvelle qui n'était pas attendue. Voilà les explications, comme toujours, le regard avisé et les explications éclairantes de Laurent Denis sur les perspectives économiques et financières pour les mois à venir. Merci Laurent. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.